messieurs. Donc effectivement, j'avais volontairement ne pas évoquer le problème réseau quand j'ai parlé de la production d'électricité, et puis j'aurais à peine parlé du stockage. Donc on peut considérer que c'est un complément de la première conférence. Alors, qu'est-ce qu'elle fait comme tout? Ah, alors attendez, je pense que j'ai un autre problème. Qui peut être un problème de pile. Alors, s'il n'y a pas de pile, j'en ai un. Non, mais j'en ai. Ça va? Non, mais attends, à nouveau, je ne peux pas faire défiler des programmes. C'est pas très pratique. Et puis j'ai un truc. Voilà, bon. Alors, je vais être obligé d'utiliser la souris. Non, ça marche, ça marche. Bon, donc d'abord, première partie qui sera un peu plus courte sur les réseaux, des réseaux de transport, de distribution, nécessité d'équilibre permanent du réseau, et puis quelques exemples d'incidents relativement récents, pour bien voir l'impact que ça peut avoir. Ensuite, le stockage d'électricité, pourquoi on veut stocker, et comment on peut le faire. Donc on passera un peu en vue différents moyens de stockage d'électricité. Vous verrez qu'il y en a beaucoup. Mais avec des caractéristiques très différentes. Alors, le réseau, le système électrique, on a la production, les centrales, dont EDF, mais éventuellement d'autres producteurs. On a ensuite ce qu'on appelle le réseau de transport, qui est géré par RTE, donc qui est uniquement des réseaux, des lignes à haute tension, soit 400 kV, soit 225, donc en alternative triphasée. Et puis ensuite, on a le réseau de distribution, donc, qui est géré par Enedis, et puis ce qu'on appelle les entreprises locales de distribution, donc, et tout ça pour arriver chez le consommateur final. Vous voyez que toutes en fait, ce qui est très important, c'est que, en fait, ces trois entités étaient rassemblées en une seule qui s'appelait EDF, avant que l'Europe décide de couper ces systèmes-là. Et on verra un peu les impacts que ça peut avoir. Pour l'anecdote, il y a même des moments où les gens se sont posé la question de savoir si les transpos ici, le primaire ne serait pas géré par RTE et le secondaire par Enedis. Bon, anecdote. Vous imaginez ce que ça aurait pu faire. Donc, bien sûr, sur les réseaux, il y a de la perte. Ça ne vous étonnera pas. Les pertes sont proportionnelles à l'intensité, donc c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir une tension la plus élevée possible pour minimiser les pertes. Les pertes globalement, je crois que c'est de l'ordre de 6 à 7% par rapport à la production en France. C'est les chiffres qui sont donnés. Il y a des échanges internationaux, terrestres, maritimes, et donc dans le cas des maritimes en particulier, mais pas que là, on aura des réseaux où on va transférer l'électricité en courant continu. Donc il va falloir la transformer deux fois. Je citerai les exemples précis là-dessus. Alors donc les pertes sont liées à l'intensité au carré, donc l'intérêt d'avoir une tension la plus élevée possible. Bien sûr, à l'arrivée, il faut être en 220 volts. Sauf pour les gros industriels, bien sûr. Alors, les réseaux, c'est vraiment un maillon essentiel entre la production et la consommation. Donc, comme je l'ai dit, il y a un réseau de transport qui est un réseau maillé, donc qui va pouvoir assurer une certaine sûreté de fonctionnement, c'est important. Et c'est un réseau sur lequel vont venir se connecter les points sources, c'est-à-dire qu'on va injecter la puissance produite par les différents modules de production, et qui va assurer aussi des échanges internationaux terrestres ou maritimes. Donc réseau uniquement haute tension, et le réseau de distribution qui, lui, sera en étoile. Donc il n'y a pas cette même sûreté de fonctionnement qu'avec un réseau maillé. Et par contre, il est peu adapté à la connexion des points sources. Il n'était pas prévu pour ça. Et ça, c'est un problème, par exemple, avec le photovoltaïque diffus. Vous avez de la production photovoltaïque un peu partout. Et on ne peut pas souvent, pour tout un tas de raisons, aller se raccorder sur le réseau de transport, donc on est obligé de se raccorder sur le réseau de distribution, ce qui pose quelques problèmes. C'est aussi pour ça qu'on veut inciter à l'autoconsommation, de façon à ce que la puissance produite ne remonte pas dans
fait, petite image toute bête, on peut imaginer une bicyclette, vous avez la production d'énergie au niveau du pédalier, vous avez la consommation au niveau de la roue arrière qui fait avancer le vélo, et ben la chaîne, c'est le réseau entre les deux. Elle n'apporte rien, elle peut éventuellement amener quelques pertes, mais voilà, mais elle est essentielle. Un vélo sans chaîne, vraiment bien. Juste un petit exemple, parce que j'ai un ami m'avait donné ça, un tronçon de câble prévu pour une liaison souterraine à 225 000 volts. Alors je vous signale que vous avez, j'ai mis un mètre, donc ça fait 11 cm de diamètre, et l'arme conductrice fait 5 cm. J'ai refait avec le petit calcul, je l'ai pesé, sachant que j'ai un segment qui fait à peu près 6 cm, donc c'est d'ordre de 32 kg au mètre, ou 32 tonnes au kilomètre. Puisque bon, vous avez l'arme conductrice en cuivre, à une résine d'isolation et une couronne ici en plomb de protection mécanique. Bon. C'est un petit peu anecdotique, mais voilà, bon, c'est pour c'est bien en souterrain. Alors, le réseau THT, donc pour l'obtention, donc une carte ici, bon, simplement pour donner un peu, c'est un peu comme la carte des autoroutes ou des routes. Donc en rouge, c'est les liaisons 400 000 volts et en vert, les 225. Et vous voyez que c'est maillé de façon à ce que s'il y a une branche du réseau qui flanche, la puissance pourra passer ailleurs. À condition que tu n'aies pas trop qui flanche en même temps. Donc vous voyez un petit peu 48 km de lignes 225 et 400 et 57 000 de lignes inférieures à 150 kV. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une interconnexion sur tout le continent européen. Donc il y avait au départ différents organismes, mais maintenant il y a un organisme européen qui s'appelle ENSOA, European Network of Transmission System Operator for Electricity, qui regroupe 42 ou 45, je sais plus, donc 42 gestionnaires de réseau, donc équivalent RTE si vous voulez, mais il y a des pays où il y a plusieurs gestionnaires de réseau, et qui représentent 35 pays. Et vous voyez que par exemple, pour les liaisons, puisque l'Angleterre au Royaume-Uni fait partie de cet organisme-là, les liaisons elles se font en courant continu. On ne peut pas faire en sous-marin des liaisons en alternatif en triphasé. En plus, pour eux, il y avait une nécessité parce qu'ils sont en 60 Hz. Donc voilà. Il y a eu aussi une liaison en Espagne, entre la France et l'Espagne, qui a été refaite, oui, c'est relativement récent, du côté méditerranéen, et qui a été faite dans un tunnel, parce qu'il y avait eu pendant des décennies des discussions de savoir où faire passer une ligne de tension supplémentaire dans les Pyrénées, et bon, personne n'en voulait, donc décision a été faite de faire un tunnel ici, au passage en courant continu. Donc vous voyez que ça va assez loin l'interconnexion, et vous verrez tout à l'heure, on en reparlera de ça, parce que à propos d'un incident. Donc voilà un petit peu l'allure du réseau, et donc vous voyez que cet organisme-là impose des règles, et en particulier que chaque pays garde, si j'ose dire, sous le pied des réserves, de façon à pouvoir pallier une défaillance quelque part sur l'Europe. L'incident type qui est pris en compte, c'est la perte d'une des plus grosses centrales, c'est-à-dire 1400 MW, les centrales nucléaires. Malheureusement, on se rend compte que les défaillances ne viennent pas de là. Et d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, la stabilité du réseau, c'est l'indicateur, c'est la fréquence. La fréquence 50 Hz doit très peu varier, sous peine de décrochage ou bon, de l'autre côté, on peut plus facilement si on montait en fréquence, on pourrait plus facilement s'en sortir. Mais si on a une baisse ici, on risque d'aller vers le blackout. Donc vous voyez que la marge ici, elle est très faible. Disons que la marge normale, c'est entre 49,5 et 50,5. Vous voyez, ça fait que 1 Hz, 0,5 Hz de chaque côté. Bon, ultime 49,51 et vraiment en sécurité 49,2 parce que sinon après c'est la catastrophe. Alors d'un côté on a la consommation
hein, plus le stockage, les exportations, moins les écrassements. Hein, et puis de l'autre côté, ben, on a la production, plus éventuellement les importations, ou le déstockage d'énergie si on a du stockage. Donc, réserve de puissance garantie, en moins de 30 secondes, il faut pouvoir les mettre en service. Vous allez voir que c'est incroyable, mais le temps, comme incident, on est sur des temps très très courts. Et ça grâce à des moyens de régulation pilotables. Hein, parce qu'on ne peut pas compter sur le vent pour nous permettre d'équilibrer notre réseau. Ça serait plutôt le contraire. Donc, voilà un exemple, un premier exemple de décrochage du réseau. Perte de 2800 MW, donc c'est énorme, c'est beaucoup plus que ce que fait, disons, un incident type. C'est sur un incident sur réseau, je ne sais plus tous les détails, c'est plus ancien ça. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que donc vous avez en ordonnée la fréquence, vous voyez, avec une échelle très dilatée, le 50 Hz qui est la valeur nominale, et puis vous avez ici les heures, donc le temps, et vous voyez que quand on a un problème, un aléa, on décroche très très vite. Et si on ne réagit pas vite, on va à la catastrophe. Donc, heureusement, il y a une chose, c'est que la grande majorité, disons 80% de l'électricité, et ça c'est vrai dans tous les pays, est produite à partir de grosses machines tournantes, des alternateurs qui sont gros et qui donc ont une inertie mécanique. Et ça joue un rôle important. Ça joue un rôle d'amortisseur. Et puis on va mettre en ordre parce qu'on a défini ce qu'on appelle la réserve primaire, secondaire, voire tertiaire. Donc vous voyez que la fréquence lignée, elle est atteinte plus exactement au bout de 10 secondes. Donc on commence à se récupérer avec les réserves primaires, hein, et puis la réserve secondaire entre en jeu, mais vous voyez, bon, ça redescend encore un peu, et finalement ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut 7 minutes pour arriver à se rééquilibrer. Donc, vous voyez qu'on est sur des échelles de temps, quand il y a des incidents réseau, où il faut aller très très vite. Alors bien sûr, un certain nombre de mesures sont automatisées. Bon, je vais en détailler quelques-unes sur un autre incident après, qui est plus récent, sur lequel on a un peu plus d'informations, parce que ça, je ne sais plus trop d'où vient cet incident. Par contre, le 8 janvier 2021, vous voyez que c'est relativement récent, il y a eu un incident. Les causes sont les suivantes. Il faisait froid sur toute cette partie de l'Europe, il n'y avait pas de vent. Et par contre, il faisait chaud sur toute cette partie-là. Et donc, il y avait un échange, un flux de transfert d'électricité de l'ordre de 6 gigawatts, donc ce qui n'est pas négligeable, qui allait de cette zone-là où ils produisaient plus que ce dont ils avaient besoin, vers la partie ici, qui était un peu en sous-production. Et puis, il s'est passé, je crois que c'est au niveau de la Roumanie, il y a une ligne qui a disjoncté, par surcharge d'électricité, et puis après on a vu un effet domino, c'est-à-dire une ligne disjoncte, et puis des lignes à côté disjonctent également. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Très rapidement, les deux zones ont été isolées électriquement, on a coupé les échanges. Bon, ceux qui produisaient plus, donc ils ont eu leur fréquence qui a grimpé, mais là c'est relativement facile de réduire la production sur certains moyens pour redescendre. Par contre, dans le nord, là, disons dans le nord-ouest, cette partie-là, vous voyez que la fréquence elle a chuté aussi pas mal, parce qu'on a toujours notre ligne 50 Hz ici, et donc on est descendu à 49, c'est 49,7 et quelques, entre 49,7 et 49,8. Donc, il fallait réagir très vite. Alors, les différents pays ont réagi de façon différente. Parce que, bon, il y avait, par exemple, en France, et les Italiens ont fait pareil, il y a des contrats entre RTE et ce qu'on appelle les industriels électro-intensifs, donc qui consomment beaucoup d'électricité, et il y a des contrats tels qui peuvent être coupés instantanément sans préavis. Donc on a libéré comme ça 1600 MW de consommation. Je vous rappelle qu'il y avait un flux de 6 gigawatts. Donc 1,6 gigawatt déjà libéré comme ça. D'autres, par exemple, des pays comme je pense l'Autriche et la Suisse ont ouvert les vannes, j'allais dire, sur l'hydraulique, de façon à augmenter leur production. Donc, en fait, chaque pays
a fait, a apporté sa contribution de façon à pallier la défaillance. Avec ce qu'il avait sous la main disponible. Mais par exemple, le délestage des électro-intensifs, c'est quelque chose qui se fait automatiquement au niveau de l'ERP. Dès qu'on a certaines alertes, automatiquement. Et simplement, bon, vous voyez qu'il a fallu, donc ça s'est passé à 14h et quelques, mais il a fallu un peu plus d'1 heure pour que finalement tout le monde se retrouve à 50 Hz et qu'on puisse reconnecter ensemble les deux autres. Hein? Bon, ça c'est bon, la partie transitoire là, mais ce qu'il fallait surtout, c'est réagir très très vite. Donc, on peut dire que dans le système électrique, bien sûr, on peut perdre, une centrale nucléaire peut s'arrêter totalement, on peut perdre 300 MW, c'est sûr, mais on peut perdre, le réseau est devenu vraiment le maillon sensible du système. Et ça va rester. Alors, donc voilà ce que je voulais dire sur le réseau, parce qu'effectivement c'est très complexe, vous imaginez bien que le pilotage de tout ça, bon, c'est en grande partie automatisé, mais donc, voilà. Alors maintenant on va rentrer dans la deuxième partie, qui sera un petit peu plus longue, sur le stockage de l'électricité. Alors, l'électricité se stocke difficilement. On ne peut pas dire qu'elle se stocke pas du tout, mais elle se stocke très difficilement. On va voir quelques exemples quand même de stockage direct de l'électricité. Alors pourquoi on va chercher à stocker l'électricité? Il y a deux raisons. C'est parce qu'on cherche à utiliser de plus en plus des énergies intermittentes pour la produire. Donc, qui dit énergie intermittente, en particulier éolien solaire et photovoltaïque, on a des moments où on produit plus que ce qu'on a besoin, donc ça serait intéressant de pouvoir stocker pour pallier les moments où on en manque. Et puis aussi, le transport électrique autonome. Donc, on en parle beaucoup, et bon, ça ne vous échappe pas, ce besoin de développer le stockage pour ça. Mais vous voyez bien, sous-jacent, on se rend compte que les contraintes de stockage par rapport à l'utilisation des énergies intermittentes et par rapport au transport ne sont pas les mêmes. On va regarder ça de près. Alors, juste un petit rappel, j'ai remis cette courbe. La production cumulée du photovoltaïque et de l'éolien en 2021, ce sont des mesures toutes les 30 minutes, sur toute l'année. Donc vous voyez comment ça varie énormément. On peut avoir des pointes ici, mais aussi on peut avoir des creux très bas. Bon, donc si on n'avait que ce genre de choses, il ne faut pas oublier qu'actuellement, le système est basé sur l'équation production égale consommation, et c'est la production qui suit la consommation. Si on allait un peu trop vers des moyens de production comme ça, on serait peut-être amené à inverser l'équation. Que ce soit la consommation qui soit obligée de suivre la production. Et vous imaginez que ça change tout. Bon, ça c'était juste... Alors, voilà. Bon, alors pourquoi? Donc deux objectifs différents dans le stockage. Bon, l'ordre dans lequel je mets n'a pas d'importance. Ce qu'on appelle le stockage embarqué, c'est-à-dire qu'on a les appareils mobiles, tous des smartphones ou des téléphones, plus tout un tas d'autres choses, les véhicules, et en particulier sur les véhicules, la crainte, c'est d'avoir un rapport autonomie encombrement qui soit le plus favorable possible. Et puis ce qu'on appelle le stockage stationnaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de stockage qui sont à demeure, quelque part, donc qui vont servir à stabiliser le réseau, à lisser la production intermittente, voire à stocker la production intermittente. Alors, selon les applications, les critères de choix sont très différents. L'échelle de temps de stockage est différente. Est-ce qu'on veut un stockage sur la journée, sur une semaine, sur intersaisonnier, on stocke l'été la production photovoltaïque pour pouvoir la récupérer l'hiver. Oui, très bonne idée. Encore faut-il pouvoir le faire. Et puis, est-ce qu'on a besoin d'avoir une priorité à l'énergie ou à la puissance? Par exemple, quand on veut réguler le réseau
pour rester bien sur le 50 Hz, il va falloir de temps en temps injecter, vraiment avoir de la puissance, parce qu'on a besoin. Parce que, je sais pas, il y a un TGV qui démarre. Un TGV qui démarre, c'est plusieurs mégawatts. D'un seul coup, c'est pas comme quand on a vu maintenant. Et puis, bon, il n'y a pas que l'exemple du TGV. Et ça, c'est aléatoire. Donc, soit on a besoin de beaucoup de puissance, soit d'énergie. Alors, ça veut dire que... Alors déjà, comment la stocker, cette électricité? Il faut se rappeler que l'électricité, c'est une énergie de flux. C'est un vecteur. Donc, si on veut le stocker, il faut la transformer en énergie de stock qui va devenir pilotable. Alors, si on transforme ça dans une forme d'énergie qui devient une énergie de stock, on pourra s'en servir, la piloter pour la réinjecter sur le réseau ou sur là où on a besoin. Donc il va falloir convertir l'électricité soit en énergie chimique, soit en énergie potentielle ou en énergie cinétique. On n'a pas d'autre choix. Alors, on va avoir un peu une chaîne. On va avoir notre électricité qui est sur le réseau. On va la convertir dans une forme, etc., d'autres énergies, on va la stocker, on la reconvertira en électricité pour l'injecter sur le réseau. Bon, bien évidemment, on aura des pertes à chaque étape. Donc, on aura une notion importante de rendement global. Si je veux récupérer 1 mégawattheure ici, combien il faut que j'en ai injecté là? Si c'est 1,2, 1,3, ça va, mais si c'est 4 ou 5, c'est pas la même chose. Alors, bon, on va un petit panorama de tous les moyens de stockage, puis après on les regardera les uns après les autres. Donc déjà, on a ce qu'on appelle le stockage direct par les supercondensateurs. Donc là, on peut dire carrément qu'on stocke l'électricité. Bon, les supraconducteurs, j'en toucherai un mot, mais c'est pas opérationnel, loin de là. Ensuite, l'énergie mécanique. On va transformer notre électricité en énergie mécanique. Bon, principal moyen, ce sont les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP. Donc tout ça, on va redétailler après. On peut aussi comprimer un gaz. On peut aussi utiliser des volants d'inertie. Bon, et puis ensuite, on peut aussi transformer ça en énergie chimique. Bon, bien sûr, les accumulateurs, pas que la même vieille batterie au cours 12 volts, mais les accumulateurs. Et puis on peut produire de l'hydrogène. Et puis avec l'hydrogène, on peut faire beaucoup de choses, mais en particulier, on peut faire de la méthanation. Donc on va récupérer du méthane qui pourra permettre de refaire de l'électricité, ou déjà on aura le retour direct avec la pile à combustible. On peut faire de l'ammoniac. Bon, un certain nombre de choses qu'on peut faire à partir de l'hydrogène. Donc on va regarder ça un peu maintenant, un peu plus en détail. Alors, quand même, tout de suite aussi, savoir un petit peu les notions d'équivalence d'énergie et de densité d'énergie. Alors pour stocker, pourquoi 11,6 kWh? C'est parce que c'est 1 millième de tonne équivalent pétrole. Donc, bon, je trouve ces chiffres-là calculés comme ça, donc je suis resté là-dessus. Il faudrait 300 kg de batterie au plomb, 60 kg de batterie lithium. Alors l'hydrogène, selon qu'on regarde sous forme liquide, il en faut 4,8 litres, ou sous forme gazeuse à 700 bars, il en faut 8 litres 2. En énergie cinétique, vous voyez que pour les 2 camions de 40 tonnes lancés à 116 km/h, 43 tonnes d'eau qui font une chute de 100 mètres. Bien sûr, si la chute est de 1000 mètres, 4 tonnes, 3 suffiront. Mais voilà. Ou 2 tonnes de supercondensateur. Donc tout ça, c'est pour vous donner. Tout de suite, on voit que quand on veut stocker, parce que 11 kWh, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Bon. Les voitures, on parle de batteries qui vont de 40, 50 jusqu'à 70 kWh. C'est l'ordre de grandeur. Donc, voilà. Alors, les différents stockages, ils sont caractérisés par un certain nombre de choses. La capacité de stockage en énergie. Mon système, il est capable d'incurgiter combien de mégawattheures, voire de gigawattheures. Le nombre de cycles possibles, la durée de vie. C'est important, parce que c'est un système qui va durer très longtemps ou qui va être limité dans le temps. Est-ce qu'il va avoir des capacités de puissance de charge, donc le temps de stockage relativement intéressant, c'est-à-dire il peut être stocké, il peut être chargé rapidement ou pas. Pareil pour la décharge, pour le temps de stockage, le déstockage. Le rendement,
Donc, ça sera important d'avoir une idée du rendement des différents systèmes, le coût du mégawattheure, donc après stockage, et puis l'impact des installations à la fois sur l'environnement, sociétal, etc. Parce qu'on va voir qu'il y a des systèmes qui peuvent poser des problèmes. Donc les critères de choix, ils vont dépendre de l'application. Et la bonne gestion du stockage est primordiale pour maximiser sa durée de vie. C'est-à-dire que les différents modes de stockage, moyens de stockage, ne se gèrent pas de la même façon. Donc ça, c'est important aussi à avoir en tête. Alors, un graphique qui vous donne une idée générale, qu'est-ce qu'on a sur ce graphique? Alors, n'oubliez pas que ce sont déjà des échelles logarithmiques. Ici, vous avez le temps de décharge en heures, et ici, vous avez la puissance en mégawatts. Alors, on voit que, par exemple, si je prends un peu les extrêmes, les supercondensateurs, ils vont avoir une puissance assez limitée. Par contre, ils auront un temps de décharge et un temps de charge très court. Donc ça peut être intéressant pour certaines applications. À l'opposé, les stations de pompage, on verra en détail, elles peuvent avoir des puissances importantes, mais auront des temps de réaction beaucoup plus longs. Alors, vous voyez au milieu, les volants d'inertie se situent là, on l'air comprimé, voilà. Puis vous avez tout un tas de types de batteries, et on voit déjà que selon le type de batterie, elles ne se situent pas de la même façon sur ce graphique. Bon, je parlerai de tous ces types de batteries. Bon, il est évident que celles dont on entend le plus parler, ce sont les batteries lithium-ion. Donc vous voyez qu'elles se situent, bon, elles n'ont pas une puissance énorme, mais elles ont un temps de charge-décharge relativement long. Mais elles ont un certain nombre d'avantages. Voilà, donc ça donne un peu une idée, déjà, à quoi peuvent servir les différents types de batteries. Puis il y a des choses qu'on ne pourra pas embarquer, mettre dans un véhicule. Alors, le stockage direct, les supercondensateurs. Donc, comme je l'ai dit, temps de charge et de décharge court, ça a un bon rendement, mais ça a une capacité limitée. Mais il y a malgré tout des applications. Par exemple, il y a un tramway en Suisse qui fonctionne de la façon suivante. Il se recharge par induction à chaque station. Ce n'est pas des batteries qu'il a, c'est des supercondensateurs. Et à chaque arrêt de station, hop, une recharge. Donc la recharge se fait très vite, et ainsi de suite. On a sûrement quelques batteries en plus en secours, mais bon. Donc avec un système de recharge par induction au sol. Bon, c'est aussi utilisé, on entend parler du KIRS sur les voitures de Formule 1, pour avoir un peu plus d'énergie après un virage. Donc, on recharge les condensateurs avec le freinage, et puis on les décharge. Bon, donc ça, ce sont des systèmes qui peuvent être utilisés, supercondensateurs, mais c'est quand même relativement limité, parce que c'est une capacité de stockage qui est limitée. Alors, les supraconducteurs, bon, je dirais que c'est un peu pour mémoire, parce qu'on pourrait imaginer des bobines supraconductrices qu'on charge en électricité et qui vont rester comme ça à l'électricité. Le problème, c'est que la supraconductivité, on sait la faire qu'avec des matériaux à des températures très basses, donc qui vont coûter cher en énergie. Donc, c'est pas très intéressant. Donc ça, on pourrait imaginer un système de stockage de masse, mais il faudrait avoir comme je l'ai dit entre guillemets, pouvoir faire de la supraconductivité à température abordable. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se polarisent là-dessus. Alors, stockage en énergie mécanique, l'énergie potentielle, les stations de transfert d'énergie par pompage, grande capacité, puissance importante, bon rendement, système mature, parce que c'est pas très complexe technologiquement, donc on maîtrise parfaitement. Par contre, il y a un impact environnemental qui peut être complexe. Le gaz comprimé, mauvais rendement, utilisation possible à différentes échelles, véhicules, réservoirs souterrains, on va en parler un petit peu. Et puis il y a l'énergie cinétique, donc des volants d'inertie, temps de charge et de décharge court, bon rendement, capacité de stockage limitée. Vous voyez que c'est tout à fait semblable comme comportement au supercondensateur.
je dirais que le service rendu est à peu près de la même façon. Alors, les fameuses stations stations de transfert d'énergie par pompage, le principe en est très simple. Bon, on sait tous comme une production hydraulique, on a un stock d'eau, on a des conduites d'eau, des chutes d'eau, et puis on a en bas une usine qui produit de l'électricité, des turbines. Et puis, si c'est un barrage tout simple, l'eau repart dans une rivière. Là, on va garder l'eau. On va avoir un deuxième bassin ici, de volume identique à celui du haut. Et donc, si on a un moment d'électricité produite dont on n'a pas besoin en consommation, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter l'eau. On va pomper l'eau pour la remonter. Donc, les groupes ici, pompes turbines, sont réversibles. Donc, on va remonter, et puis elle redescendra, et ainsi de suite. Donc, c'est des systèmes comme les machines électriques, les machines tournantes, les pompes, les turbines, ça a des bons rendements. Donc, on a un système qui a un très bon rendement. Et la capacité en stockage d'énergie, elle va dépendre du volume d'eau qu'on peut stocker et de la hauteur de chute. Donc, ici, c'est une photo d'une installation dans les Ardennes. Donc, il y en a quelques-unes en France. On va détailler après. Alors, justement, le parc installé, donc en France, on a à peu près 25 gigawatts installés, 43 gigawatts en Europe. Alors, en Europe, il y en a beaucoup en Autriche et en Suisse. Donc, on comprend bien pourquoi. Il y en a aussi dans les pays nordiques. Alors, il y a différents types de steps. Il y a ce qu'on appelle les steps en circuit fermé. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de ce qu'on appelle en Romain, apparemment, c'est un circuit fermé. C'est-à-dire on a de l'eau, bien sûr, il y a de la perte, il y a de l'évaporation, il faut certainement de temps en temps en ramener, mais par rapport à une steppe en montagne qui en plus peut avoir une alimentation par des fonds de glaciers, etc., des torrents qui arrivent. Donc il y a des steppes qu'on dit en circuit fermé et d'autres avec des apports. Alors on peut l'utiliser de différentes façons. On peut les utiliser en faisant du stockage journalier, on peut les utiliser en faisant du stockage hebdomadaire. Difficilement l'intersaisonnier. Intersaisonnier, ça sera difficile. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il y a à peu près 1% de la production électrique qui est utilisée pour le pompage, c'est-à-dire qu'il va faire les voyages entre les bassins des steppes. Ça représente 5 TWh donc, sur l'année, donc c'est 1%. Ordre de grandeur. Alors voilà, si on regarde une carte de France, bon, vous voyez qu'on n'en a pas énormément, bien sûr dans des régions, les Ardennes, c'est pas spécialement une région de montagne, mais il y a quand même des dénivelés. Sinon, c'est dans des régions de montagne, surtout dans les Alpes. La plus grande, c'est Grand Maison. Vous voyez qu'on a quand même une puissance de 1790 MW, donc ce qui n'est pas négligeable, c'est plus qu'un réacteur nucléaire. Les autres, c'est quelques centaines de mégawatts. Donc, Grand Maison, c'est derrière Grenoble. Alors, voilà un exemple de fonctionnement de Grand Maison sur une dizaine de jours. Donc, soit on est en train de turbiner, le pic en bleu, c'est-à-dire qu'on produit de l'électricité, soit on est en train de pomper. C'est évident qu'on ne fait que l'un ou l'autre. Donc, et vous voyez qu'ici, j'ai exprès mis les jours et savoir si c'était des jours fériés ou ouvrables. Bon, les jours ouvrables, on va produire, et les jours fériés, on va pas mal pomper. Ok. Et d'où vient cette énergie qu'on peut pomper? Principalement la nuit, la production nucléaire, puisque les centrales nucléaires, on ne va pas, même si on fait un peu ce qu'on appelle du suivi de charge et baisser leur puissance, on ne va pas trop la baisser. Et puis aussi, on a des voisins comme la Suisse qui aiment bien quand on exporte de l'électricité la nuit. Et après, le lendemain, ils la revendent aux Italiens. Bon, voilà, parce qu'ils ont une capacité de stockage par step importante. Donc les steps, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien, parce qu'il n'y a pas de difficulté technologique, simplement ça a un impact, il faut pouvoir implanter des bassins importants. Alors, juste pour cette courbe-là, juste pour vous montrer, c'est l'utilisation de l'électricité produite en France sur une année, et vous voyez que c'est ce petit liseré bleu là qu'on voit ici, qui fait
qui est pompé dans les steppes. Donc c'est faible. Alors, il y a un autre type de steppe qui a été imaginé. À ma connaissance, il n'en existe qu'une dans le monde. C'est ce qu'on appelle les steppes marines. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, si on a une côte où on a quand même un dénivelé suffisant, minimum plusieurs dizaines de mètres, et bon, bah, le bassin bas, il est tout trouvé. Par contre, il faut créer un bassin en hauteur pour pouvoir faire une steppe. Alors, il y avait eu un projet comme ça au Guadeloupe. Donc, j'ai mis les chiffres parce que ça donne un peu les ordres de grandeur. Donc, vous voyez, le réservoir haut, 90 hectares, 6 millions de mètres cubes, des vitres de 10 mètres. La hauteur de chute, vous voyez, qui varie entre 50 et 61 mètres. C'est pas énorme. Donc, deux groupes sur du pont. Puissance 50 MW, donc c'est relativement faible. Mais il ne faut pas oublier que les îles sont isolées électriquement, et donc il faut qu'elles produisent leur propre électricité. Donc, malheureusement, c'est bien souvent à partir du fioul. Bon, et là, ça aurait dû être adossé à tout un parc éolien. Bon, et stockage en gigawattheure. Voilà, bon, c'est donc une photo avec un dessin de ce qu'aurait pu être le bassin supérieur. Et puis, ce qui était prévu, c'est que la côte ici aurait été couverte d'éoliennes. Bon, ça a été abandonné parce que ça a été considéré comme non économiquement intéressant. Pour des raisons économiques, financières, je reviendrai un peu là-dessus parce que c'est très important. Il y avait pareil un autre projet à La Réunion qui est en étude. Alors je disais, il y en existe une dans le monde, c'est au Japon, Okinawa, qui fonctionne. Je ne sais pas plus quand. Donc projet abandonné. Voilà pour les steppes. On fera tout à l'heure une comparaison entre les différents moyens. Compression de gaz, qu'on appelle CRS. Donc l'idée, c'est d'utiliser des cavités souterraines ou d'anciennes mines de sel comme réservoir. Donc, on a aussi eu un projet, mais ça a été abandonné, je crois, de faire un véhicule hybride moteur thermique, au lieu de faire moteur thermique, batterie, moteur électrique, mais moteur à air comprimé. On aurait eu un réservoir, on aurait compressé du gaz et qui aurait pu, disons, amener un moteur, disons, avec un air comprimé un peu. Bon, c'est Peugeot qui avait imaginé ça, ça a été abandonné sur le profit de l'hybride électrique. Alors, le problème de la compression de gaz et des systèmes de première génération, on a beaucoup de pertes thermiques. Puisque quand on compresse un gaz, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va partir en chaleur. Donc on a un rendement qui est mauvais. Et puis on a le problème inverse quand on décompresse, de l'ordre de 40%. Il y a eu un site, enfin, je ne sais pas s'il fonctionne encore, un site pilote en Allemagne, où ils ont utilisé une cavité souterraine saline, vous voyez, de plus de 300 000 mètres cubes, bon, et du stockage de courte durée. Alors, il y a des recherches qui se font sur des systèmes adiabatiques, de façon à récupérer la chaleur issue de la compression et de réchauffer l'air avant sa restitution. Donc, il y a un site projet avec un rendement pouvant atteindre 70%. Et vous voyez bien qu'il faut trouver les cavités. Alors, bon, il y a des idées qui ne sont pas forcément les plus farfelues. Hein. Imaginez des poches gonflables qu'on mettrait dans la mer, mais bon, dans laquelle on pourrait compresser principalement de l'air, ça pourrait être un autre gaz, de l'air. Donc c'est un système qui est limité par les contraintes liées au cavités. Alors, système inertiel de stockage d'énergie. Donc on va utiliser un volant d'inertie. On va mettre en rotation un volant à l'aide d'un moteur, et puis on récupérera l'énergie dans une génératrice quand on voudra, en connectant mécaniquement sur la génératrice. En quelque sorte, récupérer l'énergie de freinage. Alors, quelques réalisations, par exemple, à des échelles différentes. Le métro de Rennes, il y a une récupération d'énergie au freinage. C'est-à-dire quand une rame arrive dans une station, ça lance des volants d'inertie.
Et donc ça l'aide au redémarrage. Puis on sait très bien que les moteurs électriques, c'est gourmand quand on démarre. Donc c'est intéressant. Bon, ça leur permet d'économiser 230 MWh. Bon, le chiffre que j'ai récupéré, il est dit que ça représente 11 jours de consommation, donc c'est pas phénoménal. Mais à mon avis, ce n'est pas des systèmes qui coûtent trop cher. Bon, et puis on a, alors là, à une autre échelle, une centrale de régulation du réseau. Parce que sur tous les réseaux, à cause de toutes les fluctuations qu'il y a, il faut qu'on ait des moyens de pouvoir réguler et très rapidement. Donc là, vous avez une installation. Alors, simplement, on voit ici en bas des véhicules. Donc ça vous donne une idée de l'installation. Il y a 20 MW de puissance, il y a 200 volants d'inertie, et ça ne représente que 10% de la puissance de régulation en fréquence de la ville de New York. Alors bien sûr, je ne connais pas la consommation de la ville de New York, mais ça doit être assez important. Voilà donc des exemples de réalisation réelle à partir de volants d'inertie. Alors il y avait eu un projet de la société, bon, j'ai regardé sur internet là ces jours-ci, apparemment ça existe toujours, faire un volant d'inertie en béton pré-contraint avec un couplage photovoltaïque pour faire un stockage journalier. Alors a priori on se dit volant en béton, bon, quand on parle de volant d'inertie on voit plutôt de l'acier. Ah oui, mais il se fait un raisonnement qui est de se dire que c'est du béton pré-contraint, etc. Enfin bon, c'est pas n'importe quoi. Mais l'énergie qu'on va emmagasiner, elle est proportionnelle à la masse et à la vitesse au carré. Donc si on est capable de faire tourner beaucoup plus vite un volant en béton qu'un volant en acier, on est gagnant. On joue, on perd en masse et on gagne en vitesse. Comme la vitesse au carré, c'est gagnant. Alors, c'est assez sophistiqué. J'avais assisté à une présentation par le concepteur de ça, parce que c'est dans une enceinte sous vide. Il y a des systèmes de sustentation magnétique, tout ça pour éviter les frottements. Enfin, vous voyez, c'est bon. On cherche à avoir un système mécanique où il y a le moins de pertes possible, bon, des roulements sophistiqués, on imagine. Et leur idée, c'était de faire des systèmes comme ça, où on aurait eu un cylindre qui aurait été le volant d'inertie, et puis au-dessus, des panneaux photovoltaïques, d'avoir des petites unités où on produit à partir du solaire et on stocke. Bon. D'après ce que j'ai vu, c'est toujours en cours de développement. C'est en France, c'est une société française qui est très Belfort. Bon, voilà, des exemples. Alors bien sûr, ça aurait été du stockage journalier, c'est-à-dire que là, le photovoltaïque, ça aurait permis donc, dans la journée de récupérer, et puis on aurait récupéré l'électricité le soir quand il y a plus de soleil. Alors, là, on va rentrer dans le grand domaine du stockage électrochimique. Les accumulateurs, qu'on appelle batteries. Grande diversité de types de batteries, vous allez voir que c'est bon, des caractéristiques différentes. Et surtout, chaque type de batterie nécessite un protocole d'utilisation spécifique. Je me rappelle avoir assisté à une conférence d'une personne spécialiste dans le domaine des batteries, et j'ai retenu la phrase qu'elle avait dite: les batteries ne meurent pas, on les assassine. C'est-à-dire que chaque type de batterie devra être utilisé selon un protocole bien particulier. Et puis bien sûr l'hydrogène, donc on peut le stocker pour l'utiliser dans les piles à combustible. Bon, difficulté de stockage de l'hydrogène, faible rendement. On peut faire du méthane, un système industriel à développer, faible rendement. Bon, et l'ammoniac, c'est encore moins développé. Alors, bon, je suppose que là, je ne vais pas apprendre grand-chose. Un accumulateur, donc c'est une conversion réversible de l'énergie électrique en énergie chimique. Donc un accumulateur va être constitué de 2 électrons, positifs et négatifs, et d'un électrolyte. Et ça fonctionne en courant continu, bien sûr. Enfin, bien sûr. Donc, quand on est en phase de charge, le courant va circuler dans un sens, et dans des charges et les ions, etc. Bon, voilà. Donc c'est de la chimie, mais s'il y a une grande variété, c'est que de batterie, c'est que les électrodes et l'électrolyte vont être très différents.
et vont amener des avantages, des inconvénients. Alors les familles de batteries. Il y a ce qu'on appelle les batteries aqueuses. Bon, la batterie fluoracide, tout le monde connaît, cadmium, nickel, métal brûle. Voilà. Ce qu'on appelle les batteries organiques, donc en particulier à partir du lithium, mais vous verrez que le lithium, ça peut être associé à des ions très différents. Il y a aussi le sodium qui peut être utilisé, l'aluminium, le magnésium. Bon, mais il y a des choses là-dedans qui sont, je dirais, marginales au sens industriel, hein, en tant que produit industriel. Même si ça existe et qu'on sait faire et que ça peut marcher en laboratoire, ce n'est pas forcément exploité. Ensuite, on a ce qu'on appelle des batteries haute température. Donc, sodium-soufre, batteries qu'on appelle Zebra ou Henry. On a des batteries à circulation, vanadium, hydrogène brome, zinc brome. Et on a des batteries métal air, zinc air, sodium air, lithium air. Alors, une façon de caractériser les batteries, c'est de regarder, ici, on a le nombre de watteurs en ordonnée, watteurs par kilo de batterie, et ici, le nombre de watteurs par litre. Alors, bien évidemment, la batterie au plomb, l'acide plomb, se situe ici, avec une densité volumique ou massique faible, ça ne vous étonnera pas. Et puis, on voit tout un tas d'autres batteries, et vous voyez qu'effectivement, même les batteries lithium, elles ne sont pas toutes au même endroit. Hein. Mais elles ont toutes des densités d'énergie nettement plus intéressantes. Bon, d'abord, le lithium est un corps qui est léger, et puis les éléments, enfin, si les éléments plus lourds, mais bon, aussi lourds que le plomb, voilà. Donc voilà, ça c'est une façon de caractériser un peu les batteries. Alors les batteries aqueuses, bon, c'est une technologie mature, hein. Il ne faut pas oublier que c'est, comment il s'appelle, Gaston Planté qui a inventé la batterie au plomb en 1859. C'est vraiment quelque chose de français. Donc, technologie bon marché, faible densité d'énergie. Il y a de l'autodécharge, ça aussi c'est un paramètre qui peut être important. Bon, les applications mobiles sont limitées à cause de la densité massive qu'il y a. Ensuite, il y a les technologies nickel, cadmium ou NiMH, applications mobiles à faible quantité d'énergie. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les batteries nickel-cadmium, si on voulait qu'elles puissent s'en servir longtemps, il fallait les décharger complètement avant de les charger. Si on les rechargeait quand elles étaient encore en grande partie chargées, on perdait en capacité. Bon, ces batteries-là ont été abandonnées, et surtout aussi à cause de la toxicité du cadmium. Bon, il y a une disponibilité matière, parce que ça compte aussi, la disponibilité des matières et la recyclabilité. Bon, le nickel, assez facilement. Donc, par exemple, les véhicules hybrides non rechargeables, ce sont des batteries NiMH. Ce ne sont pas des batteries lithium. Et ce sont des petites batteries en termes de capacité. Donc, haute technologie aqueuse, bon, mais qui ne sont pratiquement pas utilisées, donc un peu problématique. Alors, les batteries organiques, donc famille en plein essor, ça nécessite toujours une électronique de contrôle. Sur toutes les batteries, en particulier lithium, il faut contrôler, en particulier au moment de la charge, pour éviter une température trop élevée, parce qu'on sait que si la température de la batterie dépasse cette température relativement basse, c'est peut-être 60-70 degrés, le lithium va s'enflammer. Donc c'est très important. Donc lithium-ion, forte densité d'énergie, donc pour les appareils mobiles et les véhicules, également le stockage stationnaire. De plus en plus maintenant ça prend sa place aussi dans le stockage stationnaire, je pense du fait que le coût a baissé. Comme on a produit beaucoup, finalement, le prix a baissé. Lithium-soufre, bon, matériaux polymérés non toxiques, mais technologie prometteuse, c'est-à-dire que ce n'est pas encore industriel. Par contre, ça aurait une forte densité d'énergie. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a souvent des annonces, on a souvent des choses qui sont effectivement
qui marche très bien en laboratoire, mais entre ce qui marche en laboratoire et ce qui peut être industrialisé, la marge peut être importante. Les batteries tout solides, rendement élevé, forte maniabilité technologique, sauf les batteries Bolloré, elles sont très particulières, elles ont un gros inconvénient, c'est qu'il faut qu'elles soient maintenues en température, sinon elles se détériorent. Alors, quand elles étaient utilisées sur les véhicules autolibres, ça ne posait pas un gros problème parce que soit le véhicule roulait, soit le véhicule était stationné en charge. Donc il se chargeait et en même temps, ça servait à maintenir la température. Mais l'expérience proche de moi, que quelqu'un qui a racheté une voiture autolibre, c'est le Blue Car, ça s'appelle, il fallait la maintenir en charge quand on s'en sert pas. Donc c'est pas très rentable sur le bilan énergétique. Et puis aussi des batteries sodium-ion, matériaux abondants non toxiques, des coûts réduits et faible maturité. Ça profite des développements du lithium-ion. Donc peut-être qu'on verra apparaître ce genre de batterie plus petit schéma. Ça simplement ce schéma montre aussi que quand on dit lithium-ion, c'est pas un exemplaire unique. C'est différents ions et qui peuvent poser plus ou moins de problèmes. Parce que on parle beaucoup de la disponibilité de lithium en matière sur Terre, ça fait beaucoup de batteries. Mais en fait, l'élément le plus critique là-dedans, c'est le cobalt, plus que le lithium, en termes de ressources minérales. Bien. Alors, les batteries haute température, ça peut être que pour le stockage stationnaire. On ne voit pas une batterie sodium-soufre qui est à 300 degrés dans un véhicule. Et puis même si ça devient des très grosses installations, c'est classé, installation classée pour l'environnement. Ça peut poser des problèmes de sécurité. Mais c'est pour l'instant la plus grande partie du stockage électrochimique stationnaire. Parce que ça a quand même une forte densité et un rendement élevé. Et c'est mature. Et une durée de vie élevée. Après d'autres que je cite comme ça, sodium, nickel, chlorure de lithium, forte densité, recyclabilité, des métaux liquides en briques, et tout ça c'est vraiment un peu marginal. Alors il y a aussi ce qu'on appelle des batteries à circulation. Alors c'est une technologie à circulation d'électrolyte, redox, pour le stockage stationnaire moyenne et grande capacité. On va avoir des réservoirs d'électrolyte et puis on peut découpler énergie et puissance parce que, il faut que je montre le petit schéma. Où est-ce qu'il est ? Parce qu'en fait, si on veut beaucoup d'énergie, on va augmenter les volumes d'électrolytes. Si on veut beaucoup de puissance, on va augmenter la surface des électrolytes. Des cathodes, des électrodes. Voilà. Donc, on peut découpler et puis on peut, dans le temps, faire évoluer la capacité d'une batterie. Donc, la plupart du temps, c'est le vanadium. C'est un système qui est complexe, qui a un coût élevé et qui a une auto-décharge importante. Donc, ça, c'est plutôt un handicap, même sûrement. Après, vous voyez qu'il y en a un certain nombre ici, je ne détaille pas, mais mise à l'échelle industrielle à prouver. Donc, tout ça pour montrer que. Alors, il y a des batteries aussi métal air, donc zinc air. Et là, c'est pareil, donc ça, c'est prometteur, mais il faudrait qu'on puisse prouver à l'échelle industrielle. Sodium air, là, il y a encore un problème de température. Lithium air, donc ça pourrait être intéressant, très forte densité d'énergie, mais à un coût élevé. Il y a un intérêt croissant pour cette technologie, mais il faut prouver. Aluminium ou magnésium air, très forte densité d'énergie, et aussi, il faut prouver la mise à l'échelle industrielle. Alors, j'ai quelques documents qui sont relativement anciens, je m'excuse, mais je n'ai pas réussi à retrouver un peu la chose plus récente. Ça donne une idée des batteries stationnaires installées dans le monde. Alors, en termes
de puissance en mégawatts. Donc on voit que ceux qui en ont plus, alors en bleu c'est ce qui était installé avant, enfin jusqu'en 2012. Donc là, sodium, soufre, c'est ce qu'il y a beaucoup, lithium-ion, et puis bon, les autres un peu, là les fameuses batteries à circulation, bon, nickel-cadmium. Et puis ce qui s'est installé plus récemment, on voit qu'on continue d'installer du sodium, soufre, mais on a installé beaucoup de lithium-ion. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, même les batteries lithium-ion prennent le pas sur d'autres batteries pour le stockage stationnaire. Ce qui, du coup, augmente les besoins en lithium, en cobalt, etc. Ça, c'est une étude qui avait été faite par les Américains qui disait il faut qu'une voiture, il faut qu'elle ait au moins 300 miles, donc 480 km d'autonomie avec un poids raisonnable. Donc, il y a le poids de la voiture pour avoir cette autonomie-là. Alors, on voit que, bon, les batteries au plomb, c'est pas la peine d'en parler. Les batteries NiMH, c'est plus lourd aussi. Donc, les batteries lithium-ion, on y arrive, mais bon, ça fait des voitures tout de suite qui sont beaucoup plus grosses. Hein, si on est, alors, ça, c'est relativement ancien, donc je pense que le rendement a augmenté. Donc, la courbe serait meilleure maintenant. Bon, les projections, c'était de dire que si on avait des batteries sodium-air ou lithium-air, on serait nettement meilleur. Et puis, bien sûr, une batterie hydrogène et puis la combustible, ça serait pas bon. Un type de comparaison, là, on ne peut pas ignorer ça. Alors, stockage à partir d'hydrogène. Bon, la production d'hydrogène, elle se fait à partir de l'électrolyse. Bon, on peut la faire autrement, mais c'est pas très beau. Donc, l'électrolyse classique, ça a un rendement de 50%. Et les électrolyseurs n'aiment pas fonctionner de manière discontinue. Donc l'alimentation à partir de l'éolien, ce n'est pas favorable, c'est un peu plus facile à partir du soleil. L'électrolyse à haute température aurait un meilleur rendement. Mais bon, ça veut dire qu'il faut faire des systèmes comme ça. Et bon, le stockage de l'hydrogène est délicat. Hein. On peut le stocker sous forme gazeuse, liquide ou solide. Et toutes ces formes de stockage, de toute façon, consommeraient de l'énergie. Gazeuse, il faut compresser, liquide, il faut baisser la température, et puis solide, il faut créer des hydrures, des choses comme ça. Bon, le transport et la distribution sont délicats. Alors l'avantage de l'hydrogène, c'est que quand on fait de l'électrolyse, on récupère de l'hydrogène, ça peut servir à plein de choses. Ça peut servir, bon, on s'intéresse là, nous, à stocker pour en faire de l'électricité, donc par la pile à combustible, mais aussi, si on fait de la méthanation, donc on va créer du méthane, le méthane, on peut le brûler dans une centrale à gaz, donc c'est peut-être pas l'idéal, mais ça refait de l'électricité. Et puis l'hydrogène peut aussi être utilisé directement une centrale à gaz. Bon, à côté de ça, le méthane il peut être utilisé dans le réseau gaz, et l'hydrogène peut être aussi injecté dans le réseau gaz. Un petit peu d'injecté. Bon, le principe est tout simple, hein, c'est l'inverse d'un électrolyseur. On met en présence de cathode un anode et on injecte de l'hydrogène et de l'oxygène avec bon, les membranes qui vont bien et on récupère de l'électricité et de l'eau. Bon. Utilisation, bon, batterie de téléphone, ça fait pareil. Bon, automobile, bus, pourquoi pas. Train aussi, train. Je pense que là où il y a un débouché qui peut être intéressant, c'est sur les lignes de TER, qui, beaucoup de lignes en France ne sont pas électrifiées, lignes de TER, donc fonctionnent au fioul. Et donc, si on imagine un système de production d'hydrogène à un déterminus d'une ligne, l'hydrogène et puis la combustible, là, ça peut être intéressant. Et il y a des expérimentations en cours. En France, en Allemagne, donc il y a des choses qui se font là-dessus. Faire des rames qui soient hybrides, parce que souvent il y a des tronçons de lignes électrifiés, d'autres pas. Bref, il y a des. Alors là j'ai un petit exemple, je vais le redétailler après. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un mât de mesure de bruit. C'est à côté de chez nous. En région parisienne, on est sur les pistes, sur la trajectoire des avions d'Orly, et donc il y a des mesures de bruit qui sont faites. Alors c'est tout bête, simplement, il y a des micros en haut,
Et puis ici, vous avez un socle. Et ce qui m'a toujours intrigué, c'est qu'il n'y a pas de fil à la main. Il n'y a pas de panneau photovoltaïque, il n'y a pas d'éolienne, et bon, c'est que de l'électronique, mais il faut bien un peu d'électricité quand même. Alors, en fait, c'est alimenté par... Alors, c'est un système double, c'est-à-dire qu'il y a 2 batteries au plomb, hein, des batteries classiques, et une pile à combustible. En fait, une pile à combustible comme ça qui se présente comme l'équivalent d'un groupe électrogène. Et ça a été développé, ça existe, hein, c'est commercialisé. Ça a été développé pour les bateaux, les camping-cars, enfin disons des choses mobiles qui ont besoin d'électricité. Alors c'est très intéressant, alors ça fonctionne, c'est pas la pile à combustible qui alimente en permanence, on passe par ces batteries au plomb parce que la durée de vie d'une pile à combustible, c'est ça, son temps d'utilisation. Donc en fonctionnant comme ça, les batteries elles sont chargées tous les 3 jours par le groupe. Donc il fonctionne par la pile à combustible, donc il fonctionne pas longtemps. Le seul handicap, c'est que l'hydrogène, il est produit à partir de méthanol. Et donc quand on fait de l'hydrogène à partir de méthanol, quand on craque le méthanol, on rejette du CO2. Donc c'est pas de l'hydrogène très propre. Mais bon, pour eux, ça a un avantage, c'est qu'ils ont une autonomie, ils viennent remplacer les 2 bidons de méthanol, ils viennent en remplacer un tous les 3 mois. Voilà. Et c'est bien sûr suivi, les informations sont transmises. Alors, autre exemple, bon, intéressant dans son principe, le problème de beaucoup de choses comme ça, on a beaucoup d'informations, c'est annoncé avec des détails quand ça démarre, mais après, pour avoir un suivi, on n'a pas d'informations. On ne sait pas comment ça fonctionne, ce que ça donne. MIRF, ça veut dire mission hydrogène renouvelable pour l'intégration au réseau électrique. C'est donc toute une installation qui est en Corse, près d'Ajaccio. Alors, vous voyez que c'est assez complexe, pour un peu détailler. On a des panneaux photovoltaïques, 500 kW crête, 3700 m² de panneaux quand même, donc qui produisent de l'électricité qui peut soit, via des onduleurs, être injectée sur le réseau, soit être redressée et alimenter des électrolyseurs. Donc l'électrolyseur, il y a de la chaleur, on la récupère au passage, on récupère l'hydrogène, l'oxygène, et après, derrière, on a une pile à combustible, et donc la pile à combustible, via un onduleur, on réinjecte sur le réseau. Donc, c'est donné pour, c'est les chiffres qui étaient donnés pour pouvoir alimenter 200 foyers, donc soit directement à partir du photovoltaïque, soit à partir de l'électrolyse, d'hydrogène et pile à combustible. Bon, donc voilà. Bien sûr, c'est un site expérimental, piloté par l'université d'Ajaccio, ou de Corte, je ne sais plus. Bon, peu importe, l'université corse, avec un certain nombre d'industriels derrière, bien sûr, et financé en grande partie par l'Europe. Bon, c'est intéressant parce que ça donne quand même, je ne l'ai pas bien sur la vue, ça a déjà une bonne dizaine d'années. Mais on n'arrive pas à savoir ce que ça donne, avoir un bilan sur la production d'énergie. Et éventuellement des soucis qu'ils ont pu avoir. Alors maintenant, la méthanation. Alors, on appelle power to gas, gas to power. Donc, réaction chimique de l'hydrogène plus du CO2, ça donne du méthane, CH4 plus de l'eau. Donc là aussi, on peut avoir un système assez complexe. Alors on imagine qu'on a une production d'électricité, bon soleil. On va pouvoir faire de l'électrolyse. On a un réservoir de CO2. Donc l'électrolyse de l'hydrogène, on peut l'utiliser au passage, ou on peut faire de la méthanation du méthane qui peut être soit injecté sur le réseau gaz, soit rentrer dans une centrale à cycle combiné pour refaire de l'électricité. Bon. Et on peut donc stocker ce CH4, parce que le stockage du gaz, c'est ce qu'on peut faire. Donc c'est ce qui est un peu imaginé pour faire des stockages sur des durées longues. Parce qu'on est capable de stocker du gaz pendant longtemps. Le problème, c'est que donc c'est une réaction de température, il faut un CO2 qui soit relativement pur. Le méthane produit donc, peut être utilisé dans le réseau pour produire l'électricité. Et le rendement complet de la filière, actuellement, il est estimé à 25%. Donc ça veut dire que pour récupérer 1 MWh à la sortie, il a fallu que j'en injecte 4 à l'entrée. Sans parler du coût de l'installation.
Donc il n'y a pas d'installation industrielle à ce jour. Il y a juste une installation qui fait la moitié du chemin, si j'ose dire, Power to Gas, qui est ce qu'on appelle le projet Jupiter 1000, alors 1000 parce que 1000 MW quand même, qui est à côté de Fos-sur-Mer, et qui donc produit du gaz pour l'injecter dans le réseau gaz, dans un électrolyse, et il récupère le CO2 des aciéries qui sont à côté, enfin des fumées, donc dans un filtrage. Voilà. Bon, ça quelques années. C'est pareil. Si on regarde sur Internet, on trouve, Jupiter 1000, on trouve toutes les explications, mais aucune information sur le bilan de fonctionnement. Alors bon, forme d'ammoniac, bon, j'en parle un peu parce qu'il y a des gens qui parlent, mais bon, c'est aussi une réaction un peu particulière. Bon, l'ammoniac, bon, bah, c'est quand même un gaz toxique, hein, donc il faut faire attention. Le rendement, on voit des chiffres qui sont un peu hasardeux. Le seul avantage que ça aurait, c'est que si on fait une combustion, ça ne produit pas de CO2. Ce qui n'est pas négligeable. Mais bon, c'est une filière complexe et peu de développement connu. Alors, autoconsommation ou stockage? L'autoconsommation associée à un stockage local évite de surcharger le réseau. C'est sûr que si sur une maison on a des panneaux photovoltaïques, bon, la solution, les solutions simples, c'est de dire bah, l'électricité produite est réinjectée sur le réseau. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être réinjecté sur le réseau de distribution, ce qui pose quelques problèmes. Donc on peut se dire aussi je stocke localement et puis comme ça je le consommerai. Alors le système français, on commence à aider parce que pour le moment ce n'était pas le cas. Et puis ça a un impact sur le réseau parce que on imagine mal des gens qui soient en totale autarcie. Donc qui est ça et puis qui ne soient pas connectés au réseau. Donc ils vont être connectés au réseau, mais ils s'en serviront le moins possible. Par contre, ils sont bien contents que le réseau existe et ils ne participent pas à son financement. Parce qu'il est évident que le grand prix du kilowattheure qu'on paye, il y a une partie production, bien sûr, mais une partie réseau aussi, de distribution. Donc, bon, ça pose quelques problèmes. Donc, bon, Tesla s'est lancé dans ce qu'ils ont appelé la Power Box, la batterie qu'on met dans son garage, voilà, couplée à ses panneaux photovoltaïques. On va voir que ces batteries-là, Tesla s'en est servi pour autre chose. Alors, si on fait des petits calculs, si je fais une hypothèse de 30 mètres carrés de photovoltaïque sur une habitation, ce qui est bon, et c'était ce chiffre-là, parce que c'était à l'époque où je l'ai fait, c'était la limite pour avoir les aides les plus intéressantes. Donc on aurait une puissance crête de 4,5 kW, j'ai pris l'ensoleillement en région Île-de-France. Donc en été, on va produire 23 kWh, bon, qui sera largement supérieur à ce qu'on aura besoin en consommation. Par contre, l'hiver, on n'en produira que 7. Donc, production inférieure à la consommation journalière. Ça permet tout juste d'effacer la pointe du soir. En fait, on est en opposition de phase entre été et hiver avec la production photovoltaïque et même son stockage. Donc, bon. Alors, je pense que si on incite, ce qui n'était pas le cas au début, si on incite à faire de l'autoconsommation, c'est pour éviter justement qu'il y ait trop de réinjection sur le réseau. Alors, où est-ce qu'on peut insérer le stockage? Au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau de la distribution, au niveau de la consommation, avec l'autoconsommation plus stockage. Là, on voit qu'on peut faire du stockage à différents endroits. Ça ne sera pas les mêmes moyens de stockage. On n'aura pas une step chez soi, mais on peut la mettre au niveau de la production. Par contre, bon, les batteries, on peut en mettre un peu partout, et ainsi de suite. Donc vous voyez que le stockage peut s'insérer dans la chaîne du système électrique un petit peu à tous les points. Mais pas les mêmes types de stockage, pas pour les mêmes choses. Alors le coût d'investissement, il va aller en grandissant, plus on va vers la consommation, mais aussi on aura une capacité à adresser différents services qui sera plus importante. Alors si on regarde les différentes technologies et les services que l'on peut attendre en fonction du temps. C'est-à-dire que des volants d'inertie et supercondensateurs,
ils vont pouvoir nous rendre des services entre quelques secondes et à la limite l'heure. Les batteries, ça peut aller d'un temps court au jour. La compression, ça prend du temps pour compresser, donc quelques minutes à quelques jours. Les steps, c'est pareil, il faut les remplir, et ça peut durer, disons, au-delà de l'hebdomadaire, mais sûrement pas de l'intersaisonnier. Et puis l'hydrogène, là, effectivement, on pourrait faire de l'intersaisonnier. Donc, on a besoin de systèmes qui réagissent sur des temps courts pour faire le réglage de fréquence. On a besoin de systèmes sur des temps un peu plus longs pour faire une résolution de contraintes des réseaux, ou les effacements de pointe. Et puis, pour arbitrer les marchés, il faudrait quelque chose qui se stocke sur des durées beaucoup plus longues. Donc ça donne un petit peu une idée. Donc derrière ça, selon ce qu'on veut faire, du réglage de fréquence, on sait qu'on va prendre certaines choses, on va pas prendre des steps. Voilà. Donc, plus on va sur des durées longues, plus on aura d'énergie, et sur des durées courtes, on aura des puissances plus importantes. Alors, ça c'est pareil, c'est un peu ancien, mais bon, je pense que les ordres de grandeur n'ont pas beaucoup bougé. Ça, c'est le stockage stationnaire installé dans le monde. Donc, vous voyez que pratiquement presque la totalité, ce sont les steps. C'est ça le moyen de stockage utilisé dans le monde. Ensuite, il y a quand même la compression de gaz, les batteries sodium-soufre, les batteries plomb qui existent encore, nickel aussi, les volants d'inertie. Alors ça a dû beaucoup augmenter, lithium-ion, et les batteries à circulation, pas énormément. Donc ça vous donne une idée, ça je vous dis, c'est pour l'ensemble du monde. Donc les steps, c'est vraiment le moyen de stockage. Alors, un peu la maturité des systèmes, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On a une échelle ici, est-ce qu'on en est à la recherche-développement, à la phase démonstrateur ou à la phase commerciale, donc industrielle? Et est-ce que c'est quelque chose qui donne beaucoup d'énergie ou beaucoup de puissance? Donc vous voyez que les steps sont très matures, etc., beaucoup d'énergie, la compression aussi. Les batteries, on les retrouve relativement bien placées. Les supercondensateurs, c'est de la puissance, c'est au stade démonstrateur. Et on a les steps marines démonstrateurs. Là, autre step, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Certaines batteries qui, elles, sont en métal air, qui sont vraiment à peine au stade démonstrateur. Alors, le coût du stockage. Il va y avoir un investissement, il va y avoir un fonctionnement propre du système en dehors de l'énergie qu'on stocke, et puis il va y avoir une maintenance. On aura un bilan énergétique, c'est-à-dire que X mégawatts stockés pour pouvoir récupérer un mégawattheure stocké pour récupérer un mégawattheure en sortie du stockage. Donc le coût du mégawattheure stocké, c'est le coût du système de stockage divisé par le nombre de mégawatts délivrés, mégawattheure, plus le coût du mégawattheure électrique multiplié par son rendement. Par le rendement du système de stockage. Ce tableau, donc vous aurez récupéré le diaporama, donc vous pourrez le regarder plus ça peut être proposé, qui donne un certain nombre d'informations pour les différents types de stockage. En particulier la capacité disponible. Donc on voit que si on est sur des steps, on atteint des gigawattheures, des CRS aussi, un peu d'hydrogène puis la combustible, puis après on descend avec les batteries sur des dizaines de mégawattheures, voire après en dessous sur les volants d'inertie, les supercondensateurs, des kilowattheures. En puissance, c'est pareil, on a des grosses puissances ici, ça diminue, on aura des puissances importantes, sur les supercondensateurs. Le temps de réaction. Ça réagit à la seconde ou à la minute, à peu près. D'autres systèmes réagissent à la milliseconde. Quand on fait l'équilibrage de fréquence, c'est cette échelle de temps-là qu'il nous faut. Les rendements, efficacité ou rendement. Les steps ont des bons rendements. Par la compression, comme je l'ai dit, tant qu'on n'est pas dans les adiabatiques, c'est pas très bon. L'hydrogène puis la combustible, c'est pas bon. Les batteries, en général, ont des rendements relativement bons. Les volants d'inertie aussi. Et les supercondensateurs aussi. Alors, la durée de vie.
Alors, bien sûr, la durée de vie d'une step ou d'un système de compression, ou même le système d'hydrogène puis d'un combustible, ça se mesure en nombre d'années. Par contre, pour tout ce qui est batterie, on va raisonner en nombre de cycles. Une batterie, elle est capable de fonctionner 1000, 2000, 10 000, plus cycles. Bon, même pour les supercondensateurs, mais vous voyez que dans un grand nombre de cycles. Alors après, les coûts, bon, comme c'est des tableaux assez anciens, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus, on donne le CAPEX, en euros par kilowatt, et le CAPEX puissance, c'est CAPEX énergie, en euros par kilowattheure. Bon, il est évident que les batteries lithium-ion, ça a énormément évolué, ça a baissé au fil du temps. Donc, bon, je ne sais pas exactement où ça en est actuellement. Alors, point important. La réglementation européenne, elle a défini ce qu'était la production, le transport et la distribution. Donc en France, EDF plus d'autres, éventuellement. Le transport, il y a un monopole, RTE, et la distribution, il n'y a pas un monopole. Mais le stockage n'a pas de cadre réglementaire. On ne sait pas. C'est la responsabilité de qui, le stockage? Des producteurs, des transporteurs, des distributeurs? On n'en sait rien. Et il n'y a aucun soutien financier, aucune aide au stockage. Donc ça, c'est un handicap. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des projets de step comme celle que j'ai évoquée à la Guadeloupe, qui ont été abandonnés. Parce que, oui, ça a un coût, forcément. S'il n'y a pas d'aide. Alors, deux exemples de stockage. Relativement récents maintenant, très récents. En Australie du Sud, ils ont eu, c'est très récent, il y a quelques années, ils ont eu la bonne idée de se dire on va arrêter toutes les centrales au charbon, on va faire des éoliennes, etc. Bon, et puis ils ont eu vous voyez, ça date de 2016, donc ils avaient beaucoup d'énergie renouvelable, un parc éolien important, 300 MW. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie, au point de vue réseau électrique, c'est découpé en plusieurs régions et qu'il y a très peu d'interconnexions entre les différents gestionnaires de réseau. Et puis, ils ont eu des dégestages, des blackouts, etc. en septembre 2016. Donc, ils se sont dit, bon, il faut qu'on construise des centrales gaz, sauf que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc, ça doit être lancé. Donc, du coup, ils ont il y a un plan de lancement des centrales gaz, 250 MW, et puis une installation de stockage par batterie, vous voyez, qui a été mise en service en décembre 2017. Donc, vous voyez que c'est récent et c'est quasiment un an après leur gros souci. Une installation par batterie et donc c'est une capacité de 129 MWh, puissance de 100 MW, une emprise d'1 hectare, je vais vous montrer une photo. Ça a été installé par une société française et c'est Tesla qui a fourni les batteries. Ils ne se sont pas embêtés, c'est les 388 batteries PowerPack, l'équivalent de 1300 batteries de véhicules électriques. Et le patron de Tesla, il avait dit si je ne tiens pas le délai de 3 mois, vous ne me paierez pas. Et il l'a fait en 2 mois et demi. Donc il y avait vraiment une urgence. Alors, il y a eu, je crois, en plus une extension qui a été faite par la suite. Donc là, c'est pareil. Vous avez une photo aérienne et vous avez ici un véhicule qui vous donne une idée de l'emprise du système. Mais ça représente que quelques heures de fonctionnement pour vous. C'est bien sûr intéressant et utile, mais c'est pas assez. Donc, alors, une autre expérimentation. Donc là, pour l'Australie, c'était vraiment pour pallier l'intermittence de la production éolienne. Là, ce que fait RTE avec ce qu'ils ont appelé RIGO, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils veulent coordonner, il y a 3 sites géographiquement distincts en France, où ils installent des batteries, et elles consistent à stocker le surplus d'énergie renouvelable pour éviter de perdre l'énergie produite et de les stocker si on en a besoin. Et ils veulent un système qui soit entièrement, je dirais, conduit automatiquement entre ces 3 sites. Donc il y a un site en Côte d'Or, vous voyez les puissances, 12 MW, un autre dans les Hautes-Alpes, 10 MW, et en Haute-Vienne, 10 MW. Et à chaque fois,
Ce sont des types de batteries différentes. Batteries lithium, mais ils ont pris des fournisseurs différents. Bon, c'est vraiment un système expérimental. Donc, pilotage et stockage automatique en temps réel. Alors ça, là, vous voyez, c'est une photo de l'installation. C'est le premier conteneur de batterie qui arrive à Bellac. Alors c'est celui-là qui est déjà en service. Les autres vont être mis, je crois, doit être mis en service maintenant. Je ne sais pas trop, ça n'a pas été annoncé récemment. Enfin, disons que c'est vraiment en cours. Bon, il faudra essayer de suivre ce que ça donne. Et là, vous voyez, c'est pas vraiment du stockage de masse, c'est vraiment pour équilibrer le réseau. Alors, besoin de stockage en fonction du mix de production. Je pense que c'est tiré d'une étude de l'ADEME qui me paraît intéressante. Donc, on veut faire du stockage intersaisonnier. Donc là, les steps, l'hydrogène, avec le power to power, éthanation, mais la technologie n'est pas mature industriellement. Le stockage hebdomadaire, on peut se faire à partir de steps, de batteries, de CRS. Et le stockage journalier, batterie et volant d'inertie. Alors, ce graphique représente quoi? La puissance nécessaire en type de stockage. En bleu foncé, c'est le stockage intersaisonnier. En bleu intermédiaire, c'est le stockage hebdomadaire. Et en bleu clair, c'est le stockage intrajournalier. En fonction de la pénétration, si je veux dire, d'énergie renouvelable dans le mix. Si on a 40% de la moyenne de production énergie renouvelable, vous voyez, il faut 7 gigawatts de stockage hebdomadaire, 2 intermédiaires. Si on en a 80, c'est un peu plus en journalier, mais pas beaucoup pareil. Par contre, déjà, vous voyez, il y a un gap là, entre 80 et 95. Si on passe à 95, il faudrait 9 gigawatts de stockage intersaisonnier, 7 de stockage hebdomadaire et 15 de stockage journalier. Et si on voulait 100% d'énergie renouvelable, il faudrait 17 gigawatts d'intersaisonnier et donc 7, ça reste toujours un peu le même chiffre, 7 d'hebdomadaire et un peu plus une douzaine de journaliers. Donc vous voyez qu'à partir du moment où on atteint un pourcentage de l'ANR très important, il faut du stockage intersaisonnier. Le stockage intersaisonnier, pour l'instant, bien sûr, les steps. Alors les steps, en France, on essaye de voir, ou on peut en mettre d'autres, mais c'est pas facile. Alors j'ai découvert, mais j'ai appris ça il y a quelques jours, qu'il y a une step en Corrèze, qui s'appelle Redona, qui avait été lancée et dont les travaux avaient démarré et tout a été arrêté brutalement en 1982. Alors bien sûr, le contexte dans ces années-là n'était pas le même, etc. On ne parlait pas d'énergie renouvelable. Il y a eu des tunnels de percée, enfin, il y a eu un début de travaux, puis ça a été bloqué. Alors apparemment, il y aurait des gens qui commenceraient à regarder si on ne pouvait pas essayer de reprendre dans la mesure où ce serait une puissance de 1100 MW. Oui, bon, j'ai fini. Donc, voilà. Alors, conclusion. Le stockage à petite et moyenne échelle pour des durées courtes est opérationnel, des batteries, c'est clair. Le stockage à moyenne et grande échelle pour des durées courtes et moyennes est opérationnel aussi par les steps. Ça ne veut pas dire qu'on peut les mettre dans tout, mais on sait le faire, il n'y a pas de problème. Le stockage à très grande échelle pour des durées longues intersaisonnières n'a actuellement aucune solution physiquement ou économiquement viable. Donc on pourra utiliser de façon intensive les énergies renouvelables intermittentes pour produire l'électricité que lorsqu'on disposera de systèmes de stockage intersaisonniers efficaces qui soient acceptables économiquement et sociétalement. Donc deuxième partie de conclusion. Donc, en absence de stockage, le développement des énergies intermittentes nécessite un backup. C'est le cas actuellement à partir d'énergies fossiles, donc principalement le gaz. La production d'électricité à partir des énergies renouvelables intermittentes, adossée à un système de stockage, aura forcément un coût élevé. Le développement du stockage d'électricité permettrait également l'extension des transports électriques et réduirait ainsi l'émission de gaz à effet de serre. Et enfin,
pour revenir sur cette conclusion, hein, pour ne pas dégrader notre bonne performance en termes de production d'électricité décarbonée, plus de 90%, le nucléaire doit garder une place importante dans la production d'électricité. Voilà. Merci. Merci Jean-Paul. Bien, moi, je crois que l'exposé d'aujourd'hui complète parfaitement le précédent, hein, quand tu avais parlé de production d'électricité. Avez-vous des questions à poser? Oui. Oui, bonsoir et merci. Pourquoi ne peut-on pas utiliser les steppes pour le stockage intersaisonnier, étant donné que l'eau, ça peut se stocker pendant assez longtemps? Et donc, pourquoi est-ce que vous avez dit que c'était pas possible? Alors, bon, sûrement pas possible, mais pas très recommandé, parce que si on prend les steppes de montagne qui ont des apports, vous allez avoir de façon naturelle la fonte de neige, etc. Enfin, vous avez des mouvements, je dirais, d'eau qu'il va falloir gérer. Si c'était des steppes purement fermées, oui, bon, on va avoir de la perte avec l'évaporation, mais bon, ça va pouvoir se compenser. Mais les gens imaginent mal de les utiliser comme ça. Mais je pense que c'est surtout parce que la quasi-totalité des steppes sont en montagne, donc bénéficient aussi d'apports de fonte de neige, de fonte de glacier, etc. Je ne peux pas exactement vous dire, mais disons qu'un peu partout, c'est ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'on peut lire, voir sur le stockage, c'est de dire les steppes, non, c'est pas l'idéal pour le stockage intersaisonnier. Et je pense que, bon, il y a beaucoup de steppes dans le monde, personne ne fait du stockage intersaisonnier. Donc ce besoin, il arrive avec en particulier le photovoltaïque. Parce que c'est vrai que l'intérêt, ce qui sera intéressant, c'est de stocker l'électricité faite avec le photovoltaïque l'été, voire à l'utiliser l'hiver. C'est évident. Une question. Merci de votre exposé. Une information et une question. L'information à l'ONERA, au FOGA, au sud de Toulouse, on a une soufflerie hypersonique. En fait, on a un accumulateur cylindrique qu'on accélère au maximum et qui fait une décharge électrique. Et la décharge électrique chauffe les gaz et dégage les gaz pour la soufflerie hypersonique. Donc ça existe à Toulouse, à côté de Toulouse. Le problème qu'il y a là-bas, je sais que, moi je ne suis pas spécialiste, mais il y a eu des craintes, c'est que l'axe qui est horizontal parte vers le haut face à un moment d'inertie très fort et puis se déligne dans la campagne. Donc je sais que c'était le gros risque qu'ils ont installé cette installation. Et j'ai une autre question, donc la question c'est pourquoi les batteries chinoises sont beaucoup moins chères et quelle est la différence? Les raisons sont multiples, hein. Certainement le coût de main-d'œuvre, l'industrialisation. Je dirais aussi que quelque part, les Chinois ont quasiment la main mise sur tout le cobalt dans le monde. Quand on veut du cobalt, il faut l'acheter aux Chinois. Donc, bon, il suffit qu'ils jouent sur ce levier-là. Je pense que ça fait partie des raisons. Il n'y a pas eu de raison unique, c'est évident. Mais bon, on sait qu'ils ont des méthodes de production, tout un tas de choses où ils sont bien plus performants, économiquement. C'est qu'on est obligé de tourner autour de global. Alors déjà, bon, je pourrais rentrer dans les détails, mais la plupart des batteries qui sont utilisées sont ce qu'on appelle des batteries NMC, donc nickel, manganèse, cobalt. Et on évolue sur la proportion dans les ions entre nickel, manganèse et cobalt. On évolue, bon j'ai les chiffres, je ne vais pas vous les citer, mais on évolue en se débrouillant pour que la part cobalt soit la plus faible. Alors après les incidents, pourquoi on peut le faire, enfin ça devient affaire de spécialistes. Mais si on n'a pas de cobalt, on ne s'en sortira jamais, c'est ça. Oui, puis bon, le cobalt ne sert pas qu'à ça. Non, mais le problème des ressources minérales est un problème de fond, pas que pour le stockage. On l'a bien vu aussi, on en parle aussi pour les éoliennes, pour les histoires des éléments permanents, etc.
D'ailleurs, au passage, je signale que sur le climat qui fait tous les ans à l'université, à l'automne, a pris pour thème cette année justement les ressources minérales. Les ressources par rapport au problème d'énergie du futur. D'autres questions? Oui, Pierre. D'autres questions? Oui, j'ai beaucoup de questions, bien sûr, mais j'aimerais choisir deux. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de soutien au stockage. Oui. Et pourtant, il y a des sommes considérables qui sont allouées par les gouvernements pour développer l'économie de l'hydrogène, non seulement en France, 6 milliards, si j'ai une bonne souvenance, mais surtout en Allemagne, où le développement de l'hydrogène fait la condition sine qua non du succès de l'énergie Wende, comme ils disent, de transition énergétique allemande. Ça, c'est ma première question. Et j'ai une deuxième question. Vous avez semblé regretter qu'il n'y ait pas de réglementation en matière de stockage. Puisqu'on n'a pas déjà suffisamment de réglementation partout, pourquoi est-ce qu'il faut encore une réglementation en matière de stockage? Puis j'ai la troisième de mes deux questions porte sur, donc toujours sur l'hydrogène. Est-ce que le moteur thermique, moyennant quelques adaptations, peut se satisfaire de l'hydrogène comme combustible? Sur l'hydrogène, voilà, c'est vrai qu'il y a du soutien financier sur l'hydrogène. En Allemagne, mais aussi en France, peut-être dans d'autres pays. Alors, le problème, c'est que l'hydrogène, c'est un des maillons pour pouvoir faire du stockage, mais c'est pas le seul. Parce que ce qui dit hydrogène, bon, faudrait. Est-ce qu'on raisonne beaucoup, à mon avis, les aides sur l'hydrogène sont surtout sur la production d'hydrogène, l'électrolyse, etc., faire de l'électrolyse à haut rendement, etc. Mais est-ce qu'on a beaucoup d'aides sur le stockage de l'hydrogène? Est-ce qu'il y a beaucoup de développement là-dedans? J'en sais rien. Par exemple, faire un réseau de distribution d'hydrogène, ça me paraît toujours un peu délicat. En ce qui concerne, tout de suite, j'en reviendrai sur la réglementation après. Sur un moteur thermique, à mon avis, ça peut effectivement fonctionner à l'hydrogène. Je pense que les gens hésitent peut-être parce que ça poserait beaucoup de problèmes de sécurité. Quand on voit, par exemple, j'ai eu l'expérience personnelle d'avoir un véhicule GPL. Donc mixte, essence, GPL. Donc on voit qu'il y a tout un tas de sécurité. Par exemple, un véhicule comme ça ne démarre jamais sur le GPL. Il démarre sur l'essence, et ensuite ça bascule, puisqu'en fait c'est juste un système d'électrovanne. On injecte de l'essence ou du GPL. Et à mon avis, une des raisons, c'est que, bon, on sait très bien, de moins en moins, parce que maintenant avec l'électronique dans les voitures c'est moins fréquent, mais on sait très bien qu'on pouvait noyer un moteur avec l'essence. Bon, noyer un moteur avec l'essence, bon, c'est pas dramatique, mais noyer avec du gaz, ça peut poser des gros problèmes. Donc, je pense que autant on injecte de l'hydrogène dans le réseau de gaz en sachant qu'on, je ne sais plus si c'est 5 ou 6% maximum par rapport aux autres composants du gaz, on sait le faire. Mais c'est bon, parce qu'on limite les risques. Hein. Mais, bon, je pense qu'effectivement, chimiquement, on peut faire un moteur thermique à l'hydrogène. Donc, les contraintes sont là. Alors, pour revenir sur la réglementation, je suis d'accord avec ta remarque sur la réglementation en général. Et ce que je veux dire, c'est que personne n'a placé le stockage quelque part. C'est surtout ça. Je dis manque de réglementation, c'est manque d'avoir mis quelque part dans le système électrique la notion de stockage. Et qui devait... parce qu'on n'en parle nulle part. Alors je suis d'accord que la réglementation, mais là, c'est une absence de... On n'en parle pas. Bonne question? Non, pas de question. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci encore, Gérard. Merci. Oui, vous avez parlé des pertes liées
au carré de l'intensité. Ouais. Et quel est l'effet de la perte sur la longueur des lignes? Je ne sais pas, le seul chiffre que j'ai à peu près en tête, c'est de l'ordre de dire de 6 à 7% de la production qui est perdue sur le réseau. Globalement. Parce que je sais que les Allemands avaient construit des éoliennes dans le nord où il y a du vent, et puis leurs industries, elles sont plutôt dans le sud. Et apparemment, il n'y avait pas tout à fait une cohérence sur les lignes entre le nord et le sud. Et en plus, les gens du milieu ne voulaient pas voir passer les lignes. Bon. Il y a encore une question, dernière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pensé qu'au lieu d'installer des kilomètres de câbles entre des éoliennes futures en haute mer pour alimenter des zones habitées, est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé à utiliser des moyens de stockage massifs d'électricité sous forme électrochimique en grande quantité sur des bateaux qui se chargeraient sur les éoliennes en haute mer et qui viendraient se décharger en se connectant, en revenant à 300, 500, 800 km. Je ne suis pas sûr. Et est-ce que vous avez, vous, disons, une référence d'une étude qui aurait été faite sur le sujet? Non, ça n'a aucune référence là-dessus, ça c'est clair. J'avoue que c'est une idée, bon, je n'ai jamais entendu parler de cette idée, enfin, je peux l'imaginer, hein, pourquoi pas. Bon, je rappelle ce que j'ai dit quand même, c'est que, alors, ça serait peut-être un peu plus facile avec les éoliennes en mer, mais que les électrolyseurs n'aiment pas fonctionner avec des systèmes de production qui varient trop. Alors, c'est vrai qu'ils ont des variations très importantes et très fréquentes. Alors c'est vrai qu'en haute mer, on a des... Je ne parle pas d'HD, moi, je ne parle pas d'hydrogène. Je Non, parle non. de stockage en batterie. Oui, mais... oui, excusez-moi, j'ai fait une confusion. Bon, alors... on voit tout le système. C'est vrai que ce qui sort des éoliennes, c'est en général le courant continu. Bon, je sais pas. Vraiment des grosses capacités sur les bateaux, les temps de charge. C'est une bonne remarque. Je poserai la question à certaines personnes que je connais bien, qui connaissent bien les problèmes de réseau. Mais c'est une idée. Je ne me prononce pas. On va arrêter là, Jean-Paul, on te remercie beaucoup. J'ai quelques précisions.